La mission de réflexion confiée par ce colloque à notre atelier visait en fait à mettre en avant les enjeux que pose la question linguistique dans la production du savoir, la diffusion du savoir, la valorisation du savoir, l'acquisition du savoir, le tout en francophonie. Je pensais que les organisateurs avaient ainsi facilité ma tâche de rapporteur en m'offrant un plan de restitution idéal, c'était parfait, mais la réalité des interventions a montré qu'il était difficile de ne pas aborder ces enjeux comme un tout dans la spécificité de leurs relations. En effet, lorsqu'on aborde les éléments ainsi, recherche, avec ses composantes production et diffusion, formation d'enseignants, avec ses composantes dispositifs, approche didactique, support, enseignement des langues, avec ces mêmes types de composantes, dispositifs, approche didactique, support et édition scolaire, on s'aperçoit qu'il est prématuré d'entrer dans le détail, sauf à faire des catalogues inutiles, si les stratégies globales n'ont pas été définies au préalable. Et il me semble que ce qui rassemble les trois interventions, c'est bien une perspective stratégique. Pour commencer, je reprendrai le questionnement sur les valeurs, qui me paraît fondamental tant qu'un dialogue profond n'aura pas permis d'en éclairer tenants et aboutissants. L'usage de la langue, comme il a été dit, est aussi l'exercice de la pensée critique, pensée qui doit aussi s'exercer sur les conditions mêmes du dialogue en francophonie, car le français, comme toute langue, est vecteur de tout type de valeurs, capable de représenter et d'instituer aussi bien le beau que le laid, le juste que l'injuste, le bien que le mal, sans être plus ou moins apte que d'autres langues à la science. L'exercice de la pensée critique doit faire partie de notre dialogue. Ainsi, à l'appel incantatoire aux solidarités, il est précisé qu'il convient de substituer dans nos paroles et dans nos actes la co-construction des conditions de solidarité, ce à quoi ce colloque devrait contribuer. À commencer par une simple question qui a été posée. Un pays est-il francophone ou appartient-il à la communauté francophone? La conception de l'appartenance est davantage porteuse d'expression de solidarité, car fondée sur l'adhésion volontaire et sur le dialogue nécessaire que ce processus impose et qui ne va jamais de soi, même pour les Français et leur littérature, auxquels il est parfois reproché de ne pas se classer parmi les francophones. Ainsi, on peut aussi se demander si la localisation en francophonie dans l'intitulé de cette table ronde est vraiment nécessaire au débat. Comme si ces enjeux pouvaient être abordés dans un seul espace linguistique, lui-même traversé de variétés linguistiques et de langues variées, sans appréhender le maillage que représentent les contacts de langues dans le monde, car c'est finalement cela qui est interrogé. Ce maillage complexe d'une diversité puissante est-il porteur ou frein du point de vue de la production, de la diffusion et de l'acquisition du savoir? Et en quoi l'est-il? Parmi les facteurs inhibiteurs du développement que l'on peut relever ici et là, il me semble que finalement ce qui est en cause n'est pas la diversité et la variation linguistique, qui posent problème en soi, mais ce que nous en faisons. Hier, lors d'un débat consécutif à un atelier, quelqu'un est intervenu pour dire que la publication scientifique en anglais était inévitable. Ce qui sous-tend cette assertion, c'est que cela permet l'accès au monde par les grandes revues. Or, il n'est pas absolument certain que cela se vérifie. Ce n'est pas parce qu'une revue scientifique roumaine, par exemple, décidait subitement de publier en anglais que cela permettrait une diffusion élargie des travaux des scientifiques qui y publient. Sauf si elle obtient, pour ses différents numéros, la permanence de contribution de célèbres Nord-Américains, sauf si elle consent à entrer dans un groupe d'édition anglophone réputé et ainsi perdre son autonomie de décision. En dehors de cela, il n'est pas certain, par le simple fait d'être en anglais, de se voir référencé par les bases de données internationales. C'est bien entendu, par cet exemple, moins la langue que le marché de l'édition scientifique qui mène la danse. Il se trouve que ce marché est dominé par l'économie américaine, voilà tout. On n'est d'ailleurs pas absolument certain que d'ici 20 ou 30 ans, l'espagnol, qui représente quand même plus ou moins 60 millions de locuteurs aux États-Unis, n'accompagne pas une nouvelle domination américaine. Alors apprenons l'espagnol. Les interventions ont signalé quelques conditions pour que s'expriment les solidarités francophones au bénéfice d'un développement durable rendu possible par la mise en valeur de la variété des langues et des cultures, et que je désignerai ici comme des cibles d'action. D'abord, la base de la diffusion des langues. Hormis la croissance démographique qui peut être une variable de renforcement ou d'affaiblissement des langues,
c'est l'apprentissage et l'enseignement, autant dire pour les incarner, les élèves, les étudiants, les enseignants de langue et les enseignants-chercheurs. Le déficit global des enseignants sur la planète d'ici à 2015 va conduire à envisager de former 250 000 nouveaux professeurs de français, sans compter la formation continue nécessaire de plus d'1 million d'autres. Quelle politique de formation allons-nous favoriser? Adosser la formation à la recherche, comme on le fait ici à l'IRFLE et dans d'autres endroits encore peu répandus, ou bien attendre le dernier moment pour secouer le cocotier de fonds de solidarité prioritaire qui envisagent des plans de formation sur des temps forcément restreints, avec principalement des substitutions nord-sud de savoir, de technologie et de formateurs même. Favoriser les mobilités professionnelles d'enseignants-chercheurs en francophonie, comme nous le faisons déjà à l'AUF, étendre cela aux enseignants de langue pour favoriser aussi l'enseignement des langues partenaires, ou bien continuer à former paradoxalement des enseignants de langue qui sont académiquement monolingues, ou alors considérer le professorat de langue comme une profession globale, ouverte sur plusieurs langues, dont les langues d'origine des enseignants de français. Cette question nous ramène bien entendu à la chaîne que j'évoquais au début, recherche, formation, enseignement, et à sa déclinaison en plusieurs composantes qui appellent à une réflexion critique. Immédiate, cette réflexion, nécessaire, mais déjà commencée, comme il a été précisé en rappelant le fameux plan de 1986 sur la place des langues africaines dans l'éducation et les expériences qui ont été ensuite développées au Mali et au Burkina Faso. Dernier point, d'ancrage d'action, la mutualisation des savoirs et des ressources est peut-être le deuxième axe possible selon trois dynamiques, me semble-t-il. La mise à disposition de tous des savoirs produits au sud et au nord, cela va de soi, mais surtout, comme il a été précisé, la co-construction de savoirs entre le sud et le nord, et aussi entre le sud et le sud. Également la diffusion multilingue par la traduction et les échanges entre éditions universitaires, entre revues scientifiques, qu'il ne s'agit pas de réduire selon un principe économique qui nous a été suggéré hier de concentration, centralisation qui ne bénéficie qu'aux élites instituées, mais plutôt de développer, notamment sur support électronique. Merci.